Cher auditoire, opposants, camarades, très cher jury, bonjour. La technocratie freine-t-elle la démocratie? Voilà un sujet que je n'aurais jamais cru débattre. Moi qui pensais que la question ne se posait même pas, que la réponse est évidente. Me voilà malheureusement ici, devant ce pupitre, essayant de vous rendre la raison. Revenons d'abord à l'origine de la technocratie. Apparue au XIXe siècle, suite à quelques crises économiques et politiques, notamment la Grande Dépression, connue aussi sous le nom de crise du 29. Il s'agit d'une phase qui frappa l'économie mondiale, et ce, du crash boursier américain jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Voilà bientôt, mesdames et messieurs, un siècle que nous essayons de faire prospérer la technocratie dans notre monde. Sans succès. Nos problèmes demeurent indénombrables, indomptables, que ce soit sur le plan économique ou politique, didactique ou social. Vous me demanderez sûrement comment je pourrais vivre dans un monde avec des dirigeants non diplômés. Eh bien, je vous dirai tout simplement qu'un diplôme n'est pas assez pour diriger tout un royaume, que les compétences sociales restent indispensables, l'esprit d'un guideur, la prestance, le charisme, et j'en passe. Vous n'imaginez tout de même pas un Français avec des 20 en maths diriger tout un pays. Mesdames et messieurs, vous soutenez l'énarchie que vous amadouez en appelant technocratie et qui n'est autre que la dictature. Si vous, chers opposants, voulez vivre dans un monde où règne la répression de toute forme d'opposition, où règne la loi du plus fort, je me retrouve donc contrainte à dire que votre monde me fait peur. Tout ceci est d'ailleurs dépourvu d'intérêt. Compétence ou pas, les technocrates ne sont pas élus par le peuple. Il est donc incontestable que la technocratie freine la démocratie. Voici un rappel de la démocratie. Je vois que nos opposants en ont bien besoin. La démocratie est un système politique dans lequel la souveraineté est attribuée aux citoyens. Ils adoptent donc eux-mêmes les lois et décisions et choisissent eux-mêmes les agents d'exécution généralement révocables. Quant à la technocratie, le président ou roi choisit quelques personnes qu'il juge adéquates selon des critères bien précis, leur robe doctorale. Laissez-moi maintenant vous raconter une petite histoire. Il était une fois un petit village qui vivait paisiblement au milieu de nulle part. C'était une société démocratique. Le roi faisait toutes ses décisions par avis et accord du peuple, protégeant ainsi la sérénité et l'harmonie de la société. Jusqu'au jour où le roi rendit l'âme, sans prévenir. Son fils dut alors régner, prendre le relais, aussitôt que possible. Il changea toutes les choses, brutalement. Jugeant du jour au lendemain que les villageois n'étaient plus assez académiquement capables, assez intelligents pour s'acheminer par eux-mêmes. Ceci, bien évidemment, provoqua énormément de frustration de la part des villageois. Mais ils décidèrent quand même de lui donner une chance. Au fil des années, les élus prenaient des décisions contre le gré du peuple. Contre le gré du peuple, je disais que cela a bien évidemment provoqué énormément de frustration. Ces élus qui se pensaient savants, que leurs connaissances et leurs choix n'avaient même pas besoin de remise en question, ne créant rien de plus que des égocentriques, qui n'étaient rien autrefois. Le peuple se révolta. La technocratie, qui devint dictature, les mena à l'anarchie. L'anarchie. Voilà les résultats de la technocratie. Si c'est ce que vous voulez, chers opposants, alors bonne chance. Merci. Chers camarades Inès, on n'est pas ici pour raconter des histoires, c'est une réalité. Chère audience, honorable jury, chers partisans, bonjour. Me voilà aujourd'hui après tant de préparatifs derrière ce pupitre pour débattre d'un sujet qui semble diviser les esprits. Un sujet à dominante politique à grande réflexion.
La technocratie est-elle un frein à la démocratie? Certains peuvent voir cela comme une évidence, mais permettez-moi de vous présenter notre vision des choses. Une vision audacieuse, non moins sensée. La technocratie, non comme ennemi, mais comme allié à la démocratie. Certains peuvent voir cela... Mais essayons d'abord, afin d'éviter tout quiproquo inutile, de comprendre les termes en jeu. À première vue, vous me direz que tenter de rapprocher technocratie et démocratie. C'est un peu comme essayer de mélanger l'eau et l'huile. Mais est-ce vraiment impossible? La technocratie est un système de gouvernance où les experts techniques prennent des décisions sur des questions complexes, d'importance cruciale pour le pays, telles que l'enseignement, la santé, le commerce, le code pénal, l'industrie, etc. La démocratie, quant à elle, est un système où le pouvoir émanerait du peuple. Cela semble s'opposer, non? Eh bien, pas si sûr. Je m'explique. La technocratie, c'est comme si nous demandions à un chef cuisinier de nous préparer un repas au lieu de tenter de cuisiner nous-mêmes. La démocratie, c'est le moment où nous choisissons le chef cuisinier. Vous voyez, cela n'est nullement contradictoire, ni absurde, mais cartésien et sensé. Certains peuvent... souvent la technocratie est vue comme une menace pour la démocratie. Mais je suis là aujourd'hui, fermement convaincue que la technocratie ne doit pas être considérée comme un frein, mais plutôt comme un complétement, parfois nécessaire, souvent salutaire. En tant que spécialistes, les technocrates, avec leurs connaissances et leurs compétences incontestables, peuvent fournir des solutions basées sur des faits et des données. Leur expertise contribue à une prise de décision éclairée et efficace. Leur point de vue aiguisé et efficace permettent d'analyser les problèmes complexes et de proposer des solutions pragmatiques. Leur approche rationnelle et objective peut aider à éviter les décisions impulsives ou basées sur des intérêts politiques à court terme. Cela permet une gestion plus efficace des affaires publiques et à concevoir des projets de nation sur le long terme. Ou alors, chers opposants, vous voulez vraiment laisser les décisions importantes entre les mains d'amateurs passionnés, des bricoleurs politiques qui naviguent à vue, sans boussole, sans aucune compétence, aucune expertise, aucune connaissance dans le domaine concerné. Après tout, pourquoi s'embêter avec des experts et des décisions basées sur des connaissances? Laissons plutôt les décisions cruciales de tout un peuple résulter d'un tirage au sort d'engins à peau, de quelques noms de personnes qui prétendent être des politiciens. Mais restons dans notre pays. Regardons à peu près notre système éducatif. Ce sont les experts dans ce domaine, en l'occurrence enseignants, inspecteurs, prescripteurs, pédagogues, formateurs, éducateurs, ainsi que les spécialistes dans ce domaine. C'est cette armada de professionnels qui crée des méthodes d'enseignement et évalue les programmes scolaires. La technocratie éducative permet d'assurer une éducation de qualité pour tous. Si vous avez le malheur de confier le secteur à un inculte, vous risquez de mettre en péril l'avenir de plusieurs générations. Sur un autre plan, parlons de celui de la santé. Ce n'est pas avec un micro-trottoir qu'on décide les traitements médicaux, ni à des mesures à prendre devant une pandémie. Et vous iriez chez un généraliste pour un problème cardiaque ou chez un neuro-OL pour un souci musculaire. La technocratie, c'est comme consulter un spécialiste. Dans notre gouvernement, les experts peuvent être ces spécialistes, garantissant que les décisions soient basées sur des connaissances solides. La technocratie médicale est ce qui sauve des vies tous les jours. Chère audience, je suis sûre que vous allez entendre de la part de nos adversaires des arguments aussi étonnants que superflus. Soyons assurés, chers camarades, que nous vous écouterons avec attention, avec dévouement. Mais je vous en conjure, ayez le courage de reconnaître la voie de la connaissance quand nous vous la dévoilerons. Merci. Mesdames et messieurs, bien le bonjour. Cher jury, mes salutations les plus distinguées. Chers opposants, sans hâte, je ne vous ai surtout pas oublié. Chers opposants, êtes-vous au courant que le modèle technocratique que vous êtes en train de défendre est basé sur une neutralisation du savoir et de son utilisation aussi?
Autrement dit, vous êtes en train de défendre des technocrates qui, eux, cherchent à nous convaincre qu'il existe un intérêt général qui est soit immanent, soit transcendant de leurs intérêts personnels. Cependant, cher public, ne vous laissez surtout pas avoir par ces bonnes paroles, puisque le savoir ne peut jamais être considéré comme une notion objective, néanmoins une notion neutre, et que dès que ce savoir est mis au pouvoir, il en devient le principal enjeu. Alors, d'emblée, laissez-moi vous expliquer pourquoi le savoir ne peut pas être considéré comme une notion neutre et objective. Pensez-y, la question scientifique est en elle-même entachée de subjectivité. Le scientifique a tendance à poser des questions qui sont plus ou moins relatives à sa propre pensée. C'est alors que la connaissance est le produit de questions déterminées, décisives et bien formalisées. Les théories scientifiques n'ont jamais une portée explicative universelle bien définie, leur axiome de base étant éminemment relatif. Les idées sont alors le produit d'acteurs qui sont socialement et historiquement bien situés. En gros, tout ce que je veux vous dire, c'est que les théories scientifiques sont vraies tant qu'elles ne sont pas refutées et tant qu'elles expliquent notre réalité. Passons, puisque là n'est donc pas notre réelle question. Avant de m'étendre un peu plus sur le sujet, j'espère qu'on est tous et toutes d'accord que la démocratie est le régime politique idéal, voire même irréprochable pour toutes les nations du monde. La démocratie protège les droits des hommes et elle est basée sur l'égalité des droits entre les citoyens, l'égalité des droits entre les humains de manière plus générale, chose que nous jugeons nécessaire, logique, j'irais même à dire axiomatique. Les sociétés démocratiques, elles, veillent à protéger les droits des hommes, ceci en appliquant des gouvernances prévisibles, en organisant par exemple des compétitions électives à la portée du peuple, et que sais-je. Chose que la technocratie, elle, freine. Vous me demanderez pourquoi ? Eh bien, figurez-vous, cher public, et aussi chers opposants, qu'il existe une pléthore de raisons qui illustrent ce fait. Je rappelle le fait que la technocratie soit un véritable frein à la démocratie. Parmi les plus nettes de ces raisons, on retrouve la connivence entre les experts, c'est-à-dire les technocrates entre guillemets, et les hauts fonctionnaires et dirigeants. Ces derniers semblent utiliser cette valorisation du savoir, cette complexité, afin de préserver leur pouvoir. Il est vrai que les connaissances et l'expertise sont des qualités qui sont tant recherchées dans un homme politique, parfois même à en oublier le vrai rôle de ce dernier. Puisqu'après tout, quel est le rôle d'un homme politique? Le rôle d'un homme politique est bien sûr d'être le porte-parole de son peuple. Il est élu afin de représenter les opinions de ses électeurs dans une certaine fonction publique. La technocratie, je le rappelle, elle met le pouvoir entre les mains de personnes certes compétentes, douées, expertes, mais je dis qui manquent de formation politique. D'ailleurs, ce problème se pose même au sein de partis politiques bien déterminés. Songeons par exemple à Chakib Ben Moussa. Pour ceux qui ne connaissent pas Chakib Ben Moussa est l'ancien ministre de l'Intérieur du Maroc, aujourd'hui ministre de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports. Il est titulaire des diplômes d'ingénieur de l'université reconnue de Polytechnique de Paris. Donc il est un technocrate. Néanmoins, nous sommes tous et toutes témoins de la mauvaise gestion de la grève actuelle. Je parle bien sûr de la grève des enseignants. Une grève qui impacte directement l'enseignement dans les écoles publiques. Heureusement, pas le nôtre. Dans l'enseignement public, je rappelle qu'on retrouve nos frères et sœurs, des élèves aussi comme nous, qui malheureusement en paient le grand prix. Des matinées entières sans cours, l'absence de professeurs, et j'en passe. Ceci est un modèle concret de la non-réalisation de la démocratie à cause d'un technocrate. Je rappelle, à cause de la technocratie. D'ailleurs, faisons une simple analogie de ce qui a été précédemment expliqué. Nous, ici, au sein de l'école, en parallèle de la formation académique que nous recevons, nous sommes aussi formés afin d'être de futurs ambassadeurs, les futurs ambassadeurs de l'école. C'est-à-dire qu'en parallèle d'être excellents sur le niveau académique, notre excellence doit également surgir sur d'autres plans, notamment le plan social, le plan culturel, et j'en passe. Pour résumer le tout, la raison pertinente pour laquelle la gestion technocratique n'a pas toujours de bons fruits est la suivante, la raison d'ailleurs que je cherche à vous transmettre depuis le début de mon discours, est la déficience des technocrates au niveau de la formation politique. Merci pour votre écoute.
chers membres du jury, partisans et adeptes du verbe et de la bonne parole, et vous, auditoire éclairé. Je vous invite aujourd'hui à plonger dans les méandres de la démocratie et de la technocratie qui, toutes deux, n'en déplaise à mes adversaires, se tiennent la main et peuvent nous hisser vers le sommet. Alors que nos voix s'élèvent comme des aigles dans le ciel, portant la vérité de nos convictions et celle de nos principes. Il est vrai qu'on a toujours eu tendance d'attendre de la politique qu'elle soit débattue, que le problème soit discuté et que le politicien ou les décideurs puissent nous convaincre. Mais, très chers adversaires, quand c'est des faits qui sont exposés, quand c'est des chiffres qui parlent, il n'y a pas de débat qui tienne. Un fait est un fait. Et le fait est la chose la plus obstinée au monde, comme le dirait le fameux Bulgakov, l'homme aux lettres russes. Être gouverné par des technocrates ne veut nullement dire qu'on freine la démocratie ou qu'on n'est pas démocrate. Cela veut juste dire qu'on dit non au système politique corrompu. Cela veut dire qu'on dit non aux politiciens qui, par pur égoïsme politique ou par aveuglement doctrinaire, préfèrent faire passer leurs propres intérêts plutôt que le nôtre. Cela veut dire qu'on dit non à un système politique ou encore aux idéologies désuètes ou inappropriées auxquelles s'attachent encore quelques politiciens. Très chers juges, adversaires, donner le pouvoir à ceux qui savent faire, ceux qui sauront y faire, à des professionnels aux compétences incontestables, irréprochables, n'est-ce pas garantir la gouvernance contre l'arbitraire? N'est-ce pas se prémunir contre l'abus de pouvoir? N'est-ce pas empêcher enfin que les intérêts particuliers ou les calculs politiques stériles, les oiseaux viennent nuire à notre propre intérêt, à l'intérêt général? Déjà au XVIIe siècle, le fameux philosophe Francis Bacon, et homme d'État, a proposé un regroupement de savants et de philosophes qui seront chargés de conseiller le gouvernement pour une exploitation sage, morale et raisonnable de la nature. Tout ça pour but de richesse et puissance de la nation anglaise. Puissance et richesse. Oh, quel mot apaisant pour l'âme, n'est-ce pas? Résultat, la Grande-Bretagne a été la nation la plus puissante à l'époque. Je ne sais pas vous, très chers partisans, mais avec tout l'amour que je porte pour mon pays, ce sont là tous les mots, avec AUX, que je lui souhaite. Merci. Wissal, je tiens à te rappeler que le sujet du débat, est-ce que la technocratie elle pose un frein à la démocratie? Et non pas est-ce que ça nous dérange de donner des décisions importantes à des non-diplômés sans confiance. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Chers opposants, chers jurys, je vous prie de m'écouter attentivement. Aujourd'hui, nous parlons politique, démocratie et technocratie, opposition ou conformité. Ceci est donc notre dilemme du jour. La technocratie est-elle un frein pour la démocratie? Tout d'abord, qu'est-ce que c'est la technocratie? La technocratie est un système politique où les décisions sont principalement prises par des experts techniques dans un domaine donné plutôt que par des représentants élus. Contrairement à la démocratie, qui est un système politique où le pouvoir est exercé par le peuple. À travers ces deux définitions, on voit très clairement leur différence et que la technocratie, elle pose un frein à la démocratie. Prenons maintenant un exemple qui est assez simple. Les élections des délégués. Dans notre établissement, on utilise un système qui est démocratique. Les élèves qui souhaitent ainsi être élus en tant que délégués, ils vont préparer un discours qu'ils vont présenter à la classe. Tandis que les autres élèves, ils vont choisir leur ambassadeur, la personne et l'élève qui mérite d'être l'image de leur classe. Les autres élèves s'attendent du délégué qui soit de bonne écoute et un bon communicateur lors des problèmes de la classe. Ce que je veux dire par tout ça, c'est que lorsqu'on utilise un système qui est démocratique, les autres élèves sont heureux du délégué qui leur représente, qui a été choisi par les élèves eux-mêmes aussi. Maintenant,
Imaginons le cas où notre établissement utilise un système qui est technocratique. Le proviseur, il vient, il choisit un élève au hasard, qui va être élu en tant que délégué, bien sûr. Disons que cet élève, il est doué, intelligent, il a souvent de bonnes notes. Les autres élèves, ils n'auront plus leur droit démocratique. Ils n'auront même pas le droit de choisir l'élève qui va leur représenter eux-mêmes, ce qui est totalement absurde. Et on trouve souvent que la technocratie est utilisée dans un contexte qui est dictatorial, renforçant ainsi la dictature, affaiblissant ainsi la démocratie. C'était le cas aussi d'un Danois, Schleicher, élu par Adolf Hitler en 1930 en tant que président de la Reichsbank. Ce Danois était expert en économie, il respectait le régime nazi. Du coup, il renforçait le pouvoir de Adolf Hitler, affaiblissant ainsi la démocratie. Et on connaît tous le résultat de ce massacre. Alors oui, la technocratie, elle pose un frein à la démocratie. Merci beaucoup. Mon cher camarade Andolf, la plupart du temps, la délégation est un très mauvais exemple, vu que dans la plupart du temps, nous votons souvent pour nos amis. J'aimerais répondre à mes adversaires avant de commencer. La démocratie est la voix du peuple. Montrez-moi un seul pays au monde où le taux de participation est de 100%. Il n'y en a pas. Alors que faites-vous de ces voix inexprimées? Que faites-vous de ces millions de citoyens qui ont choisi de boycotter le système? Démocratie? Permettez-moi d'en douter. Chers adversaires, permettez-moi de vous dire que je vous admire. J'admire votre ténacité farouche mais inutile. Votre position convaincue mais erronée. Au cœur d'une société complexe et en constante évolution, émerge un immense défi, la gouvernance. Imaginez un monde où la prise de décision ne serait pas la résultante de débats politiques, mais serait plutôt guidée par l'expertise technique et la rationalité. Or, la gouvernance est une sorte de leurre, d'idée utopique, un remodelage de l'oligarchie où le pouvoir est détenu par un petit groupe d'individus riches et puissants, sans citer de nom, évidemment, issus d'une élite économique ou politique. Par conséquent, nombreux sont les partis politiques qui s'enrichissent sur nos dos. Honorable jury, très chère audience, chers camarades partisans, savez-vous que le taux de vote aux élections ne cesse de diminuer? Pourquoi, à votre avis? Eh bien, tout simplement parce que le peuple appréhende. Le peuple n'a plus confiance. Le peuple a peur de tomber entre de mauvaises mains. C'est la raison pour laquelle on a besoin de technocratie. Le peuple a besoin de technocratie. Nos technocrates offrent une stabilité en évitant les fluctuations politiques fréquentes. Leur approche pragmatique permet une continuité dans la gestion des affaires publiques. La technocratie est un phare éclairant les eaux tumultueuses de la gouvernance démocratique. Elle contribue ainsi à réduire la corruption et les faveurs politiques, tout en garantissant que les décisions sont prises sur la base de critères objectifs plutôt que d'intérêts particuliers. Les technocrates prennent des décisions rationnelles, basées sur des faits, des données et des analyses, plutôt que sur des considérations politiques partisanes. Autrement dit, un technocrate vaut mieux qu'un politicien. Ce politicien qui base ses décisions sur l'abstrait, sur la subjectivité. Nous restons donc convaincus que la technocratie n'est pas un frein à la démocratie. La technocratie est un outil pour développer et améliorer la démocratie du pays qui l'adopte. Chers adversaires, évitons tout malentendu. Nous ne sommes pas contre la démocratie, pourvu qu'elle soit authentique et crédible. Mais nous pensons que la technocratie peut coexister avec le processus démocratique. Certes, les experts techniques ne sont pas élus directement par la population,
mais ils sont nommés par des représentants qui ont été démocratiquement élus, tels que des parlementaires ou des ministres. Cette approche permet de combiner l'expertise avec la légitimité démocratique. Ce modèle permet de tirer parti des avantages de l'expertise tout en maintenant un lien avec la démocratie, où le pouvoir réside dans la volonté du peuple. Mesdames et messieurs, chers adversaires, dans cette quête de progrès, gardons nos cœurs et nos esprits ouverts. Chaque voix a son importance. Dès lors, nous trouverons, je l'espère, la voie vers une gouvernance inclusive et juste. En fin de compte, en unissant la sagesse des experts à la volonté du peuple, nous pouvons atteindre un avenir où l'excellence technique sert l'humanité tout entière. S'il vous plaît, je vous prie de m'écouter. Avec espoir et engagement, pour but ultime de forger un avenir meilleur. Et merci. La capacité de l'homme à faire preuve de justice rend la démocratie possible. Mais son penchant vers l'injustice rend la démocratie nécessaire. Citez Karl Paul Reynolds, un des démocrates les plus pertinents des États-Unis durant le XXe siècle. Démocratie, technocratie, toutes ces notions dont on ignore le pouvoir, mais qu'on subit quand même. Alors, quand on parle de technocratie, l'argument phare qui revient à chaque fois est de parvenir à une bonne gestion d'un peuple, à l'aide d'experts, entre guillemets. Or, la réalité traduit ça en des cerveaux qui dirigent le peuple sans se soucier de n'importe quel inconvénient auquel ce dernier pourrait faire face. Je suis triste d'être là devant des gens qui pensent qu'un diplôme garantit la bonne gestion d'un peuple. Triste d'être là devant des gens qui pensent que suivre des études dans une spécialité quelconque rend l'humain capable de prendre tout un peuple, tout un ministère, tout un pays entre les mains. Et de savoir régler ses problèmes sur l'échelle nationale, voire même internationale. En faisant quelques recherches vis-à-vis de la position opposante, j'ai trouvé que les technocrates ont tendance à se défendre en disant que tout le monde pourrait avoir le même statut qu'eux, et qu'il suffit simplement de travailler dur et de faire des efforts au niveau des études choisies. Mais ignorent que malgré tout, les élèves issus des classes sociales supérieures sont surreprésentés dans les universités les plus hautes et pressantes. Et on sait que la technocratie laisse le choix aux experts. Par conséquent, la classe supérieure serait favorite lors des choix. Je sais que vous pensez au fait qu'on puisse quand même avoir ce statut en passant par des facultés gratuites, des universités faciles d'accès. Mais ces derniers ne présentent pas un niveau d'éducation assez haut pour rivaliser avec les autres. Or, la démocratie, elle offre un poids à chaque citoyen, donc collectivement à un peuple, pour choisir un représentant dont tout le monde serait fier et tout le monde ferait confiance. Prenons l'exemple d'Emmanuel Macron, actuel président de la République française, fils d'un neurologue bien réputé et un responsable de la faculté de médecine d'Amiens. On voit bien qu'il est issu d'une classe assez haute, une classe sociale assez haute. Il est sorti de l'ENA en 2004, l'école nationale des administrateurs. Puis, il est devenu un inspecteur des finances. En 2015, il a été nommé en tant que ministre de l'Industrie, du numérique et de l'économie. Alors, je sais pas pour vous, mais pour moi, je ne vois pas du tout où est l'industrie et le numérique lors de son parcours scolaire. Résultat, l'inflation qui s'est élevée de 0,7%, la production manufacturière qui a baissé, et même en tant que président de la République, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur la situation politique et économique de la France en ce moment. Bref, pour résumer le tout, la démocratie ne fait pas seulement que demander l'avis du peuple. Elle le responsabilise dans la politique choisie. Difficile de soutenir une politique quand elle est choisie par des personnes voyant le peuple comme étant une simple statistique. Démocratie ou technocratie, chez Opposant, le choix est le vôtre, mais la raison est la nôtre. Merci.
Croyez-moi, très chers opposants, j'ai beau essayer d'adhérer votre point de vue, tellement étudier votre position, considérer vos arguments, tenter de comprendre et même d'adhérer à votre thèse, de plaider vos causes, mais je reste désemparée, confuse et désorientée devant une multitude de réticences que je ne peux réprimer. Alors, aidez-moi, je vous prie, aidez-moi, chers partisans, à apaiser mon esprit, à retrouver la raison et à mettre fin à ce brouillard contagieux qui risque fort de nous envahir. Expliquez-moi comment on peut freiner une illusion, comment on peut voler un leurre. Vous ne pouvez plus vous réjouir de vanter les mérites de votre prétendue démocratie pour la simple et bonne raison qu'elle n'existe pas vraiment. Comprenez, très chers partisans, que je ne défends pas la technocratie. Du moins, pas encore. Comprenez que je ne prends point le parti des technocrates. Je discute tout bonnement le sujet d'aujourd'hui, un sujet que je comprends. Or, comprendre sa complexité, comprendre son contexte, ce n'est pas se contenter d'une vision unilatérale du sujet ou de mutiler la vérité. C'est avoir l'audace de dépasser sa vision circonscrite et oser voir plus loin que les autres. Mesdames et messieurs, toute démocratie se veut gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Demos, Kratos. Entendez le pouvoir aux mains du peuple. Quelle mélodie harmonieuse. Quel rêve que nous chérissons tous. Mais aujourd'hui, je vous invite à une danse. Une danse à travers les méandres de la technocratie, qui joue et s'accorde parfaitement avec notre bien-aimée démocratie. Elle ne la freine en aucun cas, bien au contraire. Elle danse en parfaite synchronie, et voici pourquoi. Imaginez cette danse, une chorégraphie où chaque mouvement est réfléchi, où chaque pas est calculé avec précision. Les technocrates, nos danseurs experts, consacrent leur vie à étudier des compétences spécifiques pour le bien de tous. Ils sont les partenaires de notre démocratie, offrant leur expertise pour que notre tango démocratique soit plus gracieux et plus fluide. Ils sont l'outil de l'harmonie qui embellit notre vase démocratique. Nos techniciens émérites, nos danseurs étoiles sont prêts à relever les défis les plus complexes, à jongler avec les problèmes les plus délicats, à faire les pirouettes les plus difficiles, les enjambées les plus audacieuses, et ce, pour le bien commun. Dans cette danse où chaque geste a un but, est-il vraiment rationnel que des non-experts portent des jugements sur des décisions d'experts? La gouvernance est une affaire sérieuse qui évolue constamment, comme une danse qui suit le rythme effréné de la vie. La solution la plus rationnelle est donc de confier à chacun une tâche dont il est le spécialiste pour que notre danse devienne un ballet et non pas une suite de soubresauts tout aussi incohérents que disgracieux. Alors, évacuez la piste de danse, s'il vous plaît, laissez-nous ouvrir le bal, permettez à la chorégraphie de prendre forme, laissez la mélodie s'élever, car avec les deux réunis, démocratie et technocratie, nous pourrons construire un avenir meilleur pour tous. C'est une danse à laquelle nous pouvons tous nous joindre, une danse vers un horizon lumineux et prometteur. Merci. Chers opposants, excusez-moi. Je tiens à vous rappeler qu'une société, un peuple, notre centre d'intérêt justement, n'est pas constitué que d'électeurs. Cependant, je tiens à ajouter à vos informations que le taux de participation aux élections a pu atteindre à 77,7% au sein des sociétés démocratiques. Cher public, à quoi bon sert la richesse si le peuple ne peut pas vivre en harmonie? Chers auditeurs et auditrices, notre débat approche malheureusement à sa fin. Cependant, avant de vous quitter, j'aimerais vous faire part d'un texte que j'apprécie particulièrement. Un texte certes court, mais avec tant de signification. Sans plus tarder, je cite Alexis de Tocqueville. Le peuple qui ne se laisse pas prendre aussi aisément qu'on se l'imagine au vin semblant de la liberté, cesse alors partout de s'intéresser aux airs de la commune, et vit dans l'intérieur de ses propres murs comme un étranger. Inutilement, ces magistrats essaient de temps en temps de réveiller en lui ce patriotisme qui a fait tant de merveilles dans le Moyen-Âge. Il reste sourd. Les plus grands intérêts de la ville ne semblent plus le toucher.
On voudrait qu'il allât voter, là où on a cru devoir conserver la vaine image d'une élection libre. Il s'entête à s'abstenir. Rien de plus commun qu'un pareil spectacle dans l'histoire. Sachez que les princes qui ont détruit la liberté ont d'abord tenté d'en maintenir l'effort. Pour ceux qui ne connaissent pas Alexis de Tocqueville, c'est un ancien ministre de France, sans plus. À travers son texte, notre célèbre philosophe, comme je l'ai précédemment dit, aussi ancien ministre de France, met en garde sur les risques à ce que la démocratie ne devienne finalement une sorte de despotisme. Il s'inquiète notamment que les citoyens ne se désintéressent de la vie commune et restent renfermés sur leur cercle privé, sans prendre le temps de s'inquiéter que les politiques ne prennent les bonnes décisions afin de servir le bien commun. En y réfléchissant, cher public, cher jury, la technocratie est une sorte de despotisme. Un despotisme certes plus atténué. Être privé du droit de voter, du droit d'élire, voire même de simplement penser à ce qui pourrait rendre ma société un endroit meilleur. Et là, chers amis, c'est ce qu'a la technocratie à vous offrir. Vous me direz qu'il s'agirait de délibérer, de peser les pour et les contre. Je vous répondrai que ceci n'est plus une question de bien ou de mal, mais une question de liberté, une question d'égalité, une question de droit des hommes. Un gouvernement scientifique est certes plus intelligent, mais un gouvernement démocratique est indubitablement plus engagé et plus dévoué à vous servir. Chers auditeurs, chères auditrices, chers jurys, la balle est en ce moment dans votre camp et le choix final demeure le vôtre. Votez démocratie, votez égalité, votez liberté. Merci de votre écoute. « 1998 ». Une date qui est plus qu'importante pour mes camarades et moi, et tout bonnement pour vous, chers adversaires. 1998, c'est l'année où le Maroc a connu une crise économique sans précédent. Nos chers politiciens à cette époque nous ont alors délaissés et ont baissé les bras. Et le roi Hassan II, paix soit sur son âme, a alors fait appel à un technocrate, Driss Jito, qui a su mettre voix sur des réformes économiques. Notre héros, notre sauveur. Très chers auditoires, devons-nous attendre que la crise se passe, que les citoyens marocains ou autres souffrent pour faire appel à des connaisseurs sur le domaine, à des technocrates? On me dit souvent, vaut mieux prévenir que guérir, n'est-ce pas? Oui, je suis complètement d'accord avec vous. Le peuple doit assumer sa responsabilité et prendre en compte ses choix, mais quand on fait face directement au problème, quand c'est la crise, la meilleure solution, c'est faire appel à un technocrate. De temps en temps, la démocratie a besoin de technocratie, et toutes deux peuvent aller très très loin. Bon, si cela ne vous a pas assez convaincu, permettez-moi de vous redéfinir la démocratie, mais autrement. En votant pour un parti politique, on vote tout d'abord pour un programme politique, pour une idéologie. Et donc, excusez-moi du terme, mais pour du blabla, pour rien de vraiment concret, contrairement aux politiciens. Ces mêmes partis politiques ont derrière eux des technocrates, ou disons juste des personnes plus informées sur le sujet, qui les guident en cas de problème ou en cas de crise, comme j'ai cité plus tôt. Ne trouvez-vous pas ça, cher auditoire, un peu hypocrite? Excusez-moi du terme. Disons que dans ce cas-là, la démocratie et la technocratie est juste déguisée en une certaine démocratie. Mais en réalité, la technocratie n'est pas un frein à la démocratie, mais plutôt un moteur. Tout comme Emmanuel Macron, comme tu l'as cité, très cher Yahya, Macron lui-même a derrière lui des technocrates qui le conseillent, qui lui montrent quoi faire, et lui, dirige. Enfin, nos mots ont dansé avec passion et émotion.
que nos différences se fondent en harmonie, que la démocratie et la technocratie tissent un tapis de bonheur. Ainsi, notre débat se termine en douceur, comme une brise légère caressant les cœurs. Le choix est alors pour vous. Choisissez votre droite, où il n'y a plus rien à dire, ou votre gauche, où rien n'est bien dit. Merci.